Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Naya. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui au sein de cet épisode, au sein de Just in Tune. Je suis très contente de te recevoir. Merci à toi, c'est trop cool d'être là. Mais ouais, je suis très contente de t'avoir. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Naya, j'ai 20 ans, je suis originaire de Bordeaux, enfin Libourne, la petite ville à côté de Bordeaux. Et voilà, je fais de la pop électro en français et en anglais. Et j'ai sorti mon premier album Ruby en septembre 2018. Et voilà, et après j'ai fait plein de tournées et voilà, je suis là aujourd'hui à te parler de mon parcours. Justement, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? Parce que tu n'as pas fait que ça. Tu as démarré il y a très longtemps. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ça ? Alors, j'ai commencé la musique assez jeune. Déjà, mes parents sont musiciens. Ils ont un groupe de musique qui s'appelle Basement. Et du coup, depuis toute jeune, j'évolue dans un milieu où la musique est omniprésente. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé le piano. Il y a eu la guitare et la batterie vers l'âge de 10 ans. Puis il y a eu le chant qui arrivait très, très jeune, en fait, parce que très vite, j'étais programmée sur des scènes locales. À Libourne. Mon premier concert, c'était au skatepark de Libourne. Et je me souviens, il n'y avait pas grand monde, mais je pense qu'il y a eu un espèce de déclic à ce concert-là où je me suis dit, mais j'ai envie de faire plus de concerts, sachant qu'à cette époque, je faisais que des covers, en fait, de David Bowie, d'Oasis, des Beatles. Je suis une grande fan de pop anglaise et mes parents m'ont toujours fait écouter beaucoup de pop anglaise, en fait. Radiohead, PJ Harvey et tout. Et du coup, dès le début, je faisais beaucoup de covers, mais en fait, c'est devenu peu à peu un peu plus professionnel parce que mes parents m'accompagnaient aussi avec moi, mais ils étaient là pour m'apporter le matos et en fait, me faire des remarques sur mes concerts en disant mais ça, il faudrait que tu l'améliores et tout ça. Et en fait, aussi au fur et à mesure, j'ai rencontré le public et voir la réaction du public, ça m'a fait... c'est assez énorme, en fait, les concerts. Et du coup, j'ai fait The Voice Kids en 2014. Yes. Qui était une très, très grande expérience pour moi parce qu'à l'âge de 14 ans, se retrouver sur un grand plateau télé comme ça, devant plus de 12 millions de téléspectateurs, c'est assez incroyable. C'est clair. C'est une expérience qu'on n'oublie pas comme ça. Du coup, ça a été très formateur même pour moi parce que 2 ans après, j'ai signé chez Sony Music. Qui est ma maison de disques encore aujourd'hui. Okay. Et en fait, ça s'est fait suite à un concert à la Boule Noire que j'ai fait en début 2016. Et ça a déclenché pas mal de choses. C'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai signé chez mon tourneur, chez mon éditeur et ma maison de disques. Et ça a été en fait le début d'une très, très grande aventure parce qu'après, il y a eu plein de festivals, plein de premières parties. Mais je pense quand même que The Voice Kids m'a donné cette expérience de la télé et comment gérer aussi la pression d'un live, parce que comme j'étais finaliste de l'émission dans les 9 derniers, il y a aussi ce truc de très jeune, comment gérer la pression. Donc, ça a été hyper formateur et même encore aujourd'hui, je m'en sers. Donc, voilà. Mais en fait, on va dire, le parcours vraiment professionnel a commencé en 2016, donc il y a 4 ans. D'accord. Et voilà. Alors, petit retour dans le temps, tu disais faire que des covers au départ. Est-ce que tu y apportais déjà tes arrangements à toi ou comment est-ce que tu crées ton univers autour de ces covers ? Écoute, j'étais toute seule donc en guitare-voix avec ma grosse guitare qui était bien plus grande que moi. Sur les photos, on ne voyait que la guitare et ma petite tête derrière. Et du coup, j'avais mis plein d'autocollants dessus. J'étais vraiment à fond et j'avais un looper un peu à la Ed Sheeran où je me loupais en live et tout ça. Et du coup, ça a vraiment commencé comme ça. Je me suis dit, mais déjà, le looper, pour moi, c'était fantastique parce que je pouvais déjà commencer à arranger mes chansons. Et pour moi, la musique, c'est avant tout les arrangements parce que c'est vrai que l'aspect très brut et tout, ça me parle parce que j'adore faire des chansons piano-voix, guitare-voix, c'est très touchant et tout ça. Mais j'adore arranger.
très vite beaucoup d'arrangements. En fait, depuis très jeune, j'adore arranger mes chansons. Et en fait, le looper m'a permis ça alors que j'avais 11-12 ans. Ok. Et autour de mes covers, je faisais pas mal de petites boucles comme ça et j'ai fait des open mic à Bordeaux. C'est comme ça aussi que je me suis fait pas mal repérer par des professionnels sur Bordeaux. Ça m'a permis d'ouvrir pour beaucoup d'artistes dans les années qui ont suivi ensuite. Et voilà, mais oui, je faisais déjà quand même pas mal d'arrangements sur mes chansons, ouais, très Ok. jeune. Et justement, ces dates-là sur Bordeaux, c'était toi qui les trouvais? C'était tes parents? Comment est-ce que tu gérais ce booking? Mais en fait, tout a commencé au moment où j'ai joué à l'iBot, qui est quand même un bateau concert en fait. C'est très très cool et j'avais joué sur la terrasse et le programmateur de l'iBot m'a repéré et puis m'a dit mais viens jouer en première partie de Mademoiselle K. Jeudi Énorme. là, jeudi soir, c'est complet, tu joueras devant 300 personnes. Voilà, donc pour moi c'était vraiment énorme parce que c'était mes premiers très gros concerts et je jouais devant déjà une salle sold out, complètement fou. Que des covers, j'avais jamais sorti de À 12 ans? chansons. J'avais ouais, voilà, ouais, Non c'est mais ça, c'est que ouf. se retrouver à 12 ans en première partie, même Mademoiselle K, quand je l'ai rencontrée et tout, ça a été une expérience tellement énorme pour moi. Et puis en fait après en fait, ça a été un peu de fil en aiguille. J'ai rencontré le programmateur du Rocher de Palmer à Bordeaux, puis du Krakatoa. Donc, j'ai ouvert pour Alidji au Rocher de Palmer. Ensuite, j'ai ouvert pour Rover au Krakatoa. Et en fait, très vite, j'ai fait toutes les premières parties de toutes les salles OK. bordelaises. Et ça m'a permis après de jouer à Bordeaux. Parce qu'en fait, plus tu joues, et puis il y a des gens qui te voient, et puis il y a Mmh. des gens qui veulent te programmer. Ça fait un peu effet boule de neige. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur mon projet au tout début, alors que j'avais pas encore sorti de chanson. Donc tout le monde voulait me programmer. Je disais, ah, mais je n'ai pas encore de chanson à moi. Attendez que je sorte quelque chose. Et donc, ouais, j'ai attendu. Je crois que ma première chanson, Great Ocean Road, est sortie en 2016, peut-être un peu avant 2015, mais voilà. Mais OK. vraiment longtemps après, finalement. Et au niveau des contrats justement de scène, c'était tes parents qui géraient la phase contractuelle? Ouais, carrément. OK. Et Donc c'était tes premiers managers? ah ouais, mais encore aujourd'hui, même si j'ai un manager et tout ça, c'est vrai que ma mère et mon père sont avec moi. Ma mère gère vraiment l'aspect, enfin même au tout début, c'était elle un peu mon tourneur avec une amie à elle. Elles essayaient de trouver pas mal de plans pour qu'en fait aussi, ça me permet d'avoir une expérience et arriver même, Mmh. enfin nous on voulait pas forcément signer dans un label, c'était pas du tout le but. En fait, c'était vraiment de me faire un max d'expérience très jeune pour après savoir aussi, ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux Mmh. continuer, les concerts? Est-ce que je veux faire artiste? Est-ce que enfin plein de questions après qui ont commencé à émerger parce qu'à la base, moi, je voulais devenir journaliste, même si la musique était toujours là, en fait. Mais après, quand j'ai commencé à vraiment faire des concerts de manière plus professionnelle, je me suis rendu compte que ça pouvait être un vrai job et aller, on y Mmh. va et faire tout le temps des tournées et tout ça et c'est à partir de ce moment-là où, ouais, il y a eu un vrai, déclic, quoi. OK. The Voice, c'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui as postulé, qui as Ouais, c'est eux candidaté? qui m'ont contactée l'été 2012 D'accord. et du coup, ouais, ça s'est fait assez rapidement. Ils m'ont dit: «Mais viens, passer, les auditions». Donc en fait, tu as des pré-auditions, enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, mais avant les auditions à l'aveugle, il y a quand même, pas mal d'auditions sur Paris dans des gros Mmh. studios. Et c'était assez impressionnant d'y aller parce que me retrouver là, en plus aller très, très vite, et puis, il y a en fait, il y a les programmateurs, enfin les patrons qui sont là, qui te regardent et tout, donc c'est assez impressionnant. Enfin, ouais, j'avais 12 ans, donc c'est assez impressionnant de se retrouver là. Et puis en fait, j'ai joué une chanson de Mmh. Johnny Cash, enfin de Nine Inch Nails, mais c'est reprise OK. par Johnny Cash, ça s'appelle Hurt. Et quand je me suis mise derrière ce piano, il me dit: «Mais Naya, tu viens direct aux auditions à l'aveugle et tout», donc du coup, je me suis retrouvée, 2 mois plus tard aux auditions à l'aveugle. Voilà. OK. Cette émission-là a servi de tremplin à ta carrière? En fait, je sais pas, j'étais tellement jeune, que, je pense pas que c'est, enfin, je veux dire, quand j'ai signé chez Sony, eux-mêmes ne savaient pas vraiment que j'avais fait l'émission. Enfin, ça m'a ouvert des portes, oui et non, parce que j'étais tellement jeune que mes parents aussi ont puis même moi, j'avais pas forcément envie de signer, dans un label, même si j'ai eu des propositions à ce moment-là. J'avais pas de chansons à moi. Je savais pas exactement où je Mmh. voulais me diriger, hem dans le style, même si j'avais quand même une culture, plutôt pop, donc je savais que je voulais me diriger vers quelque chose de très pop, mais je savais pas encore en français ou en anglais et cetera. Donc pour moi, c'était bien trop tôt, en fait, pour décider quoi que ce soit.
sachant que oui, après, quand tu fais ce genre d'émission, on te propose un peu monts et merveilles. Euh, Mmh. Après, mais après, il faut savoir aussi, je pense que l'entourage fait tout aussi. Tu vois. Quand t'as des gens qui te disent Mmh. non, mais fais attention, même mes parents qui m'ont dit, mais attends, on va attendre quelques temps avant de faire quoi que ce soit, quoi. Puis je pense que OK. c'était plutôt bien d'attendre finalement. Donc à ce moment-là, il y avait d'autres partenaires autour de toi ou encore que tes parents? Ouais, il y avait, une amie à ma mère qui a une boîte de tourneurs, donc enfin une boîte de booking OK. qui était sur le projet. Après, j'avais pas, de label. J'étais vraiment très indépendante à ce moment-là et je voulais même sortir mon premier EP Blossom, en indé. Je l'avais enregistré, chez un ami qui avait un studio. En fait, avec mes parents, on était vraiment à fond, indé et on voulait tout sortir en indé parce que mes OK. parents ont un groupe, de rock indé et ça fait 25 ans qu'ils Mmh. fonctionnent en indé. Donc, c'est eux qui font leur, propre tournée, qui louent le camion et tout ça. Donc en fait, moi, ça paraissait OK. logique même de partir en indé parce que c'est cette culture-là un peu DIY, tu vois? C'est ce que tu Ouais, connais? voilà, c'est ce Mmh. que je fais depuis toujours. Puis mon père, lui, c'est lui qui faisait mes photos de presse. Enfin voilà, on était vraiment dans ce truc-là. Mais après, il y a Corrida qui arrivait très, très vite, en fait, dans le projet, qui me suit depuis que je suis jeune, et Mmh. qui m'ont pris après que, début 2016, mais ils me connaissaient déjà avant. Donc c'est vraiment Corrida qui OK. arrivait en premier sur mon projet. Ce qui était assez fou finalement, de voir, une boîte comme Corrida, me suivre, comme ça, heu, le producteur de Christine and the Queens, de Justice, tu vois? Et et Voilà. voilà, juste ça et du coup, ouais. Mais après ils m'ont pris en tour, en 2016. Lors de ta signature chez Mmh. Columbia, Ouais, donc un label de chez exact. Sony. Là toujours du coup, il y avait Corrida à ce moment-là? Non, pas encore, hein? Bah, en même temps OK, et puis il y a eu BMG OK, quelques mois plus tard. Ouais. d'accord. Tes parents s'occupaient toujours de ton management alors? Ouais, ouais, en fait, ma mère s'est toujours occupée de moi en management. Ouais. D'accord. Mmh mh. Et donc à quel moment tu as senti que c'était vraiment en train de devenir professionnel? En fait, le truc, c'est que depuis même le début, même quand je faisais des covers sur scène et tout ça, c'était déjà tellement professionnel parce que mon père et tout, on est vraiment à cheval sur, bah, il faut que tu répètes à fond avant de faire un concert, c'est du Mmh. travail, mais du travail cool. Enfin, tu vois, c'est pas une quand je dis travail, c'est pas péjoratif, c'est, plutôt, cool parce que c'est ma passion. Donc en fait, ça a toujours été très Mmh. professionnel. Parce que pour moi, OK. j'ai toujours pris très, très au sérieux mes concerts et parce qu'à chaque fois, ben, il y a toujours des gens, qui te regardent, qui sont là. Donc il faut être ready pour le show, en fait. Il faut jamais négliger un show, tu vois? Il faut toujours être au max. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à être programmée à Musilac, à Musique à la rue, à Wheel of Green, enfin plein, plein, plein de festivals en France, là, j'ai quand même, ouais, ressenti, bah, quelque chose de plus professionnel, c'est sûr. Parce que, il y avait maintenant mon sonorisateur avec moi, il y avait, mon tour manager, on était plusieurs sur la route, il y avait toute une équipe. Du coup, Mmh. là, c'est vrai que c'était encore plus professionnel et puis je jouais devant beaucoup plus de monde, donc ouais. Comment est-ce que tu prends des décisions dans ton projet? Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de partenaires différents. Mais dès le départ, est-ce que tu t'es impliquée? Est-ce que tu t'es intéressée à comprendre des contrats, à connaître le rôle de chacun, pour mieux comprendre comment est-ce que tu allais pouvoir communiquer et collaborer avec eux? Ouais, bah, c'est complètement ça. En fait, je pense que maintenant, même si, j'ai un conseil même à donner à un jeune artiste et tout ça, c'est vraiment de maîtriser son projet parce qu'aujourd'hui, quand on signe, en fait, on est bien plus qu'artiste, on est presque chef d'entreprise, quoi, mais même pas presque, on est Mmh. carrément chef d'entreprise et on doit savoir le rôle de chacun pour maîtriser le projet et aussi pour définir les objectifs parce que chacun a un objectif, enfin, chaque projet a un objectif et je pense que c'est très important de se le mettre et Hem, de savoir aussi quel est le rôle de chacun parce que c'est vrai quand il y a trop d'intermédiaires, ça peut être, plus compliqué. Mais si on connaît le rôle de chacun, si on s'organise bien et tout ça, ça peut très bien ça peut très bien fonctionner, en fait et dès le début, c'est vrai que j'ai développé une passion pour les contrats, où j'ai OK. commencé à oui, c'est vrai qu'il faut lire les Ça, c'est contrats. une drôle de passion. Et non, mais c'est pas forcément la partie la plus fun du métier, Ouais. mais je pense que c'est hyper important de lire, les contrats, de s'y intéresser, parce que comme ça, ben, moi, j'ai toujours assisté à toutes les réunions, OK. concernant mon projet. Ce qui est pas forcément
Depuis Bah, toujours? ouais, depuis toujours, depuis que je suis très jeune et en fait, je pense que OK. même, quand j'ai signé, tu vois, à 16 ans, j'étais déjà aux réunions, à proposer, des visuels, à proposer, je faisais plein de mood boards. J'étais très, prolifique, je savais vraiment où je voulais aller au niveau des stratégies et tout ça, même aux réunions marketing, j'étais là, j'étais tout le temps là et du coup, c'est OK. plutôt, bien parce que ça permet de garder le contrôle, sur le projet, quoi. Après, c'est cool d'avoir, enfin de t'entourer de gens qui aussi, sont là depuis longtemps dans le métier et peuvent te dire: «Non mais attends, moi je ferais plus ça comme ça» et cetera. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui quand même, enfin on dit la musique urbaine, oui, ils se prennent vraiment vachement en main, mais je pense que c'est pas que dans la musique urbaine, je pense que dans tous les styles musicaux maintenant, c'est très important de se prendre en main et d'être là et enfin en tout cas moi c'est la manière dont je fonctionne. Et comment tu t'es formée? Parce que alors, on tombe pas, passionné de contrat, comme ça du jour au lendemain. Comment est-ce que tu t'es formée, informée? Est-ce que, tu as suivi des formations? Est-ce que tu as fouillé sur Ouais. Google? Comment tu t'es débrouillée Ouais, avec ça? après c'est vrai que j'avais mes parents avec moi, c'est eux-mêmes qui ont Mmh. signé le contrat chez, Columbia puisque moi j'étais encore, mineure donc c'est mes parents qui ont signé, voilà. Mineur? Mmh. Mais du coup oui, j'étais entourée et puis oui, j'ai fait Google était mon meilleur ami pendant cette période-là. Donc oui, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai creusé, hem et c'est vrai qu'au début, du coup, tu peux faire quand même quelques erreurs parce que forcément tu as pas de chance. Enfin Mmh. moi, même mes parents, on arrivait, on les maisons de disques, les labels, c'est un milieu très particulier, où il faut connaître, il faut de l'expérience et ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Il faut quelques mois, voire parfois quelques années pour comprendre le fonctionnement. Hem, donc oui, j'ai ça s'est pas arrivé dès le début. Il m'a fallu quand même du temps pour comprendre et encore aujourd'hui, j'apprends. Donc je pense que ouais, pas de formation, mais beaucoup de recherche et puis du temps, en fait. Ouais, le temps aussi. Fait oui. OK. À quel moment tu t'es entourée d'un avocat? Bah, dès le début finalement, dès le Ouais? début, puis un conseiller aussi, tu vois? Parce que c'est pas mal de se faire conseiller quand on arrive, comme ça dans le milieu, jeune, une fille, Mmh mh. c'est quand même un milieu Mmh. assez, masculin en soi, elle est pas enfin voilà, Mmh. donc il y a plutôt intérêt à être, bien briefé et à savoir, où tu vas, comment tu veux y aller et cetera. OK. J'aimerais qu'on retourne un petit peu sur la Ouais. scène parce que c'est quand même là où tu as fait tes 1res expériences, c'est là où tu t'es professionnalisée, en tout cas, c'est là où tu t'es exercée au Ouais. début. Comment est-ce qu'on gère une carrière, en tout cas une tournée en étant si jeune? Ouais. Écoute, mes profs étaient à fond, ils étaient fans. OK, Écoute, ça arrange. Non, mais oui, c'est c'est vrai ça. que du coup, j'étais en première ou en seconde quand j'ai commencé vraiment à tourner et je me souviens que la première fois où j'ai OK. commencé vraiment à manquer l'école, c'était pour la tournée, en première partie de Jane, où je l'ai accompagnée sur pas mal, de dates, en France je me rappelle de ma prof d'histoire géo qui était là: «Oh là là, Naya, tu vas accompagner Jane, c'est énorme!» Donc ils me préparaient les cours, ils étaient très, très, très cool, donc ça allait. Mais c'est vrai que bah, l'entourage, je pense que c'est vraiment la clé, de pas mal de choses, pas que pour la scène, pour, tout. Alors oui, quand ça fonctionne aussi pour garder les pieds sur terre et cetera, mais aussi, Mmh. avant, plein de choses, avant les concerts, heu, il faut être bien entouré, même mon sondier, fait en sorte que toute mon équipe, il y ait quelque chose de très chaleureux et aussi que tout le monde soit qu'il y ait une bonne ambiance, en fait et heu Mmh. et je pense que c'est hyper bien parce que moi, quand je partais sur la route, ouais, bah, par exemple pour Jane ou même après où j'ai fait la première partie de Bébé Brune ou Brigitte, enfin il y en a eu pas mal. Énorme. Ouais, Mmh. ah ben, on était, dans un van, et puis j'ai essayé de prendre des personnes aussi qui étaient assez drôles donc du coup, en fait, on oublie un peu aussi qu'on est sur la route parfois. C'est super enrichissant, d'être avec des gens comme ça et ouais, l'entourage, il fait énormément et puis, moi, en fait, la scène, c'est quelque chose que j'avais, déjà vécu même avant de signer, tu vois? Même, avant The Voice, en fait. Donc du Mmh. coup, je savais un peu à quoi m'attendre, les balances, enfin accorder sa guitare, brancher son pédalboard, brancher son ampli, tout ça, j'avais déjà tout expérimenté. Je savais
comment faire. Mmh. Donc déjà, ça te donne pas mal de repères dans l'espace. Tu arrives sur des grandes scènes. J'ai fait la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Enfin, c'était des SMAC, mais voilà, c'est quand même des salles de 1 200 personnes, donc c'est très gros et tout ça. Mmh. Donc, j'avais déjà mes repères et pour moi, la scène, c'est vraiment un endroit où c'est toujours la maison, en fait, tu vois? Même dès le début, c'était la maison, quoi. Je sais comment me situer, je vois, quoi. Il y a vraiment pas un espace, meilleur que la scène, je dirais, vraiment, c'est un endroit hyper cool. Donc, dès le début, quand j'ai commencé les tournées, ça se fait de manière très naturelle, en fait. L'entourage et puis aussi les Mmh. repères que j'ai pu avoir, enfin, ouais, à ce moment-là. OK. Tout à l'heure, tu disais justement que tu as toujours, été présente aux réunions, que tu étais hyper proactive, que tu proposais des visuels, des mood boards. Ça aussi, d'où ça t'est venu? Comment est-ce que tu t'es dit: «Bon, bah, il faut que je crée un tableau avec, des univers visuels qui me plaisent et qui me parlent pour expliquer à des gens qui ne me connaissent pas quelle couleur je veux donner à mon C'est projet». vrai. Je trouve ça C'est dingue. vrai. Non, mais après, c'est vrai que depuis toute jeune, j'aime bien faire, enfin, tu vois, ma chambre, c'était un énorme mood board en soi, même, aujourd'hui, mon studio, je mets, plein de photos. Enfin, je sais, j'ai toujours une vision, enfin, tout ce qui est clips, visuels et tout ça, je sais vraiment où je veux aller, encore plus aujourd'hui. Parce que, évidemment, voilà, j'évolue, je grandis, j'étais jeune, Mmh. même s'il y a que 4 ans, mais finalement en 4 ans, enfin de 16 à 20 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent Une changer, énorme évolution. voilà. Donc Mmh. du coup, je sais encore plus. Après, d'où c'est sorti? Je sais pas. Écoute, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je prenne en main les choses, sinon OK. des majors, tu vois? Il faut pas, surtout quand on est jeune comme ça. Moi, je trouve qu'en France, de manière générale, on considère pas forcément, beaucoup la jeunesse, enfin pas assez je trouve personnellement. Donc Mmh. très vite dans l'industrie de la musique, tu arrives, tu es jeune, tu as 16 ans, même quand j'ai commencé à faire des concerts à Paris, bah, on te regarde un peu de haut, heu, voilà. Donc il faut très vite, prendre en main ton projet si tu veux que ça évolue vers le bon sens et Qui te pas, ressemble? ouais, voilà. Et aussi essayer de faire abstraction de certaines ondes négatives qui peuvent être là parce que ça sert à rien. Il faut juste être concentré sur ce que toi tu veux, sur qui tu es, où tu veux aller. Moi, la musique, c'est ma vie. Tout a toujours tourné autour de la musique depuis que je suis très jeune. Et du coup, faut pas essayer de se faire influencer par les uns les autres, surtout quand il y a beaucoup de Mmh. partenaires, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, après c'est sûr que voilà, être une meuf, jeune, ouais, dans l'industrie de la musique, c'est pas, tous les jours, facile. Qui fait le Voilà, pas. il y a des hauts, il y a des bas. Après, il faut se servir des bas pour rebondir et pour, être encore plus fort et cetera. Mais ouais, voilà. Est-ce que tu as quelques conseils à donner pour justement comment est-ce qu'on crée son mood board? Comment est-ce qu'on peut expliquer à quelqu'un qui ne nous connaît pas, quelle couleur, quelle identité on a, quelle musique on fait? Moi, j'essaie de me nourrir au maximum, de regarder vraiment, beaucoup de films, d'essayer de me nourrir au maximum, d'aller voir des expos et cetera. C'est en essayant de t'inspirer de plein de gens et c'est ce qui fera en fait ton propre truc, ton propre univers. Après moi, j'utilise beaucoup Pinterest. Je trouve ça Mmh. très, très cool, très ludique. Tu peux faire tes propres mood boards. Dès que tu vois une idée, tu enregistres. C'est très, ludique. Mmh. Donc très vite, j'ai présenté ça. Après, je faisais aussi des vidéos carrément, où, je mettais des photos, mais même moi en train de parler sur la vision de mon projet et cetera. Donc c'est très parlant de OK. faire des vidéos, je trouve. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je faisais, que je trouvais que ça marchait plutôt bien. Après même pour la sortie de l'album, très vite je savais que je voulais me diriger vers quelque chose de rouge. J'avais déjà le nom Ruby qui tournait depuis pas mal de temps. Puis il faut essayer d'être un peu cohérent aussi par rapport au nom que tu vas choisir et ouais, au titre de ton single ou de l'album et qu'est-ce que tu as proposé en image. On est Mmh. aujourd'hui dans une société où l'image est hyper importante. Je pense que je ne l'apprends à personne, mais voilà. Les réseaux sociaux, on va beaucoup regarder comment tu gères tes réseaux, et cetera. C'est Mmh. très, très important. Aujourd'hui, même les majors, elles regardent beaucoup ça. Donc quand tu vas signer, par exemple, on regarde beaucoup ton nombre d'abonnés finalement, même si, je trouve ça un peu, mais bon, c'est comme ça. Ça ne veut rien Voilà, ça dire. veut Mmh. absolument rien dire et pourtant,
beaucoup de monde se fie beaucoup aux abonnés Instagram. Et bon, après, c'est normal. Mais voilà, il faut vraiment porter beaucoup d'attention au fond. Donc, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux faire partager aux gens ou à ton public? Ouais, est-ce que tu joues d'un instrument? Est-ce que tu chantes en anglais, en français? Il faut savoir ça, mais aussi comment promouvoir ta musique. Mhm. Aujourd'hui, même de manière indépendante, tu peux faire énormément de choses. Enfin, il n'y a pas besoin aussi de signer forcément majeur pour savoir tout ça. Enfin, tu peux aussi le faire de manière beaucoup plus indé. Enfin, aussi, les réseaux sociaux, le côté très positif, c'est que voilà, tu peux te faire ta base fan sans même passer par des structures hyper importantes, les majors, en Mhm. fait. Et c'est ça aussi le côté très, très positif. Mais voilà. Oui. Voilà. Il y a quelques secondes, tu disais qu'on peut chanter en Mmh. anglais, en français. Toi, dès le départ, tu t'es positionné sur de l'anglais. Là, tu as quelques titres en français, en tout cas qui ont été refaits en français. J'imagine que ça n'a pas été forcément simple, en tout cas de dire, surtout que tu étais jeune: Mmh. «Bonjour, j'ai un projet, je chante en anglais. On est en Ouais. France». Comment ça a été entendu? Et justement, en tout cas, enfin, j'ai déjà discuté de ça avec plusieurs invités et c'est vrai qu'on développe pas forcément de la même façon un projet en anglais qu'un projet en Mmh. français. Et toi, ta force, je pense, ça a été de faire du live Ouais. parce que tu es passé outre les quotas français radio. Je vais m'expliquer, mais moi, en tout cas, je pense que c'est peut-être pour ça que tu as réussi à plus convaincre et à plus, avoir confiance en tes partenaires en disant: «Bah, de toute façon, moi, je chante en anglais, les gars, c'est tout, Ouais, c'est comme ça». ouais, non, mais grave. Après, il y a vraiment ce truc de, ouais, chansons en anglais en France aujourd'hui, c'est vraiment plus compliqué. C'est aussi pour ça que, alors moi, mon projet il était full English à la base, Mmh. dû à ma culture anglo-saxonne où pour moi c'est très facile de chanter en anglais, pas du tout en français à la base. Hem, OK. ou même d'écrire en anglais ou enfin voilà, c'est complètement différent que la langue française. Et d'ailleurs le défi de Ruby, c'était de faire sonner la langue française comme on peut la faire sonner en anglais. C'était vraiment un challenge. Ça va être Mmh. aussi un challenge sur les prochaines chansons. Mais bref, Yes. et du coup, oui, c'est vrai qu'en France, à un moment donné, on va te faire comprendre que la langue anglaise, si tu es français, vaut mieux chanter en français, en fait. Oui, tu as Mmh. parlé des quotas radio, c'est carrément le cas encore aujourd'hui. Et puis les quotas radio, évidemment, tu vas y faire face à un moment donné si tu chantes en anglais parce que, enfin, si tu veux passer à la radio, vaut mieux pas chanter en français. Après, il y a aussi des artistes qui sont passés en France alors qu'ils chantaient en anglais. Bon, bah, voilà, j'ai fait les premières parties de Jane notamment. Enfin, voilà, il y a Mmh. même un ami dernièrement qui s'appelle Barry Moore, qui passe aussi à la Mmh. radio alors qu'il chante en anglais. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, je voulais vraiment garder mon projet en anglais, même si je commençais à écrire un petit Mmh. peu en français. Puis c'est un moment où j'ai sorti Une fille de OK. la lune, début 2018, donc une version française de Girl on the Moon. Et c'est à partir de ce Mmh. moment-là où j'ai remarqué qu'il y avait encore plus enfin ouais, de retour de la part du public, etc. Ça m'a, c'était incroyable en fait le nombre de retours qu'il y avait sur mon texte en français. Tout le monde disait mais c'est génial et tout. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a vraiment motivée pour faire l'album en fait en français. Et puis du coup, il existe à la fois en anglais et en français, donc je trouvais ça plutôt Mmh. pas mal de jouer sur ça. Hem Et en fait, la langue anglaise maintenant, bah, peu à peu, j'utilise un peu moins, et OK. j'utilise en fait maintenant quasiment que la langue française, ce qui est complètement paradoxal. Tu m'aurais dit ça il y a genre 4 ans, je t'aurais dit: «Mais what?» No way. Maintenant, voilà, je grandis et puis, en fait, la langue française me paraît plus, plus opportun même pour mon projet aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, je reviendrai à la langue anglaise, en fait, j'en sais rien. Mmh. Mais, sur le deuxième album, ben, il y aura plus de chansons françaises et d'ailleurs des chansons que j'ai écrites directement en français que de chansons en anglais, quoi. D'accord. Justement, j'allais te demander comment est-ce que tu crées aujourd'hui? Est-ce que tu commences déjà à faire, je sais pas, ta mélodie, sur ta guitare? Ou est-ce que c'est déjà des paroles? Est-ce que c'est une top line, ou tu es direct sur ton logiciel de MAO? Ouais. Comment est-ce que tu Bah, crées? en fait, c'est vrai que moi, j'ai vraiment, j'adore tout ce qui est, produire mes chansons, arranger mes chansons. Et je trouve que d'ailleurs, il y a pas assez de productrices en France, tu vois? Il y a que des en studio, on est vraiment beaucoup confrontés à des producteurs
hommes. Et j'essaie aussi parfois, même sur les réseaux, de motiver les filles. Mais allez-y, quoi, passionnez-vous pour la MAO. Allez-y, parce qu'il y a vraiment un truc à faire là-dedans. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de productrices françaises, même dans le monde. J'ai regardé, même aux États-Unis, c'est seulement 2% des producteurs qui sont filles. Enfin, C'est tout. C'est juste. C'est Alors, il ouf. faudra vérifier la source, mais je crois que j'ai lu ça dans un article et c'est juste dingue de voir qu'il y a seulement 2%. C'est pas possible, il faut changer ça. Et moi, un des objectifs, même dans les prochaines années, c'est de devenir, d'avoir mon studio, même pourquoi pas à Paris et tout ça, et puis de produire d'autres groupes. Même aujourd'hui, c'est moi qui fais mes maquettes, et puis même maintenant, même le deuxième album, je le produis, enfin, je le coproduis, je suis en studio, il y a juste des ingé sons avec moi, mais j'essaie de me faire aider de d'autres personnes, mais quand même, c'est moi qui, enfin, déjà, j'adore ça, donc je vois pas pourquoi je le délèguerais à quelqu'un d'autre, en fait. Cette partie-là, je sais la faire et j'aimerais vraiment l'approfondir. Donc oui, en fait, quand je crée, pour revenir juste à ta question, bah, moi, c'est plutôt guitare-voix ou piano-voix. Après, du coup, maintenant que j'ai mes Logic Pro, enfin, j'utilise Logic en studio, en MAO. J'ai utilisé Ableton avant. Maintenant, c'est plutôt pour le live que j'utilise Ableton. Non, c'est plutôt Logic. Je trouve ça plutôt simple pour créer. Donc, j'ai ma guitare et puis mon piano. Et puis après, très, très vite, en fait, j'arrange. Et après, je m'en vais en studio. Mais déjà, la chanson est là. Les idées principales sont là. Et en fait, moi, j'aime bien avoir juste un recul d'une autre personne qui n'a jamais écouté cette chanson et qui peut apporter des idées complètement fraîches sur ça. Mais voilà. Après, ça dépend vraiment des fois. Mais là, pour le prochain album, je sais pas encore tout à fait avec qui je vais collaborer. Mais sur le premier album, c'est vrai que quand même la partie artistique, enfin, voilà, c'est moi qui ai fait énormément de choses. Ouais. Il me semble que sur ton EP et sur le premier album, tu as collaboré, enfin, en tout cas, coproduit avec Valentin Marceau, c'est ça? Alors, avec Valentin, on a travaillé ensemble sur Ruby. Et puis, en fait, l'EP, j'ai collaboré avec toute l'équipe d'Antoine Gaillet. Donc, voilà, c'était tout le groupe Homo, en fait, qui a travaillé sur donc l'équipe de Julien Doré qui a travaillé sur mon album, enfin, sur mon EP, et un petit peu sur l'album. Donc voilà, c'est une super équipe. J'ai passé de bons moments avec eux. Ils sont géniaux, hyper à l'écoute. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, de trouver des personnes qui vont coller à ton univers et qui vont pas dénaturer ta chanson. C'est très compliqué de trouver des personnes qui vont te comprendre. Alors, ça sera jamais à 100%, mais moins à 90% qui vont choper tes idées et comment on dit, les embellir. Parce que c'est ça, en fait. Tu peux arriver avec des idées, des maquettes, mais c'est, en fait, moi, ce que je recherche souvent, c'est l'aspect plus technique. Parce que moi, des fois, il me manque un peu de compétences techniques. C'est pour ça que j'essaie des fois de faire des formations par rapport à ça. Donc en fait, les idées, tu peux les avoir, mais ce qu'il te faut, c'est un truc un peu au-dessus au niveau de la technique. Donc faut faire attention avec qui tu vas collaborer, parce que ça fait tout, en fait. Moi, je me suis rendu compte que la prod, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, comment tu choisis tes partenaires, en tout cas musicaux? Parce que là, tu as travaillé avec des équipes différentes. Est-ce que c'est des personnes qui font partie de ton réseau, ou est-ce que c'est des personnes qui t'ont été proposées par un de tes partenaires, le label? Alors Antoine, lui, je le connais de nom, en fait, depuis très longtemps, et ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui. Donc en fait, dès que j'ai signé chez Sony, j'avais donc mon DA. Voilà, je lui ai dit direct, j'ai envie de travailler avec Antoine et toute son équipe garçon. Donc il m'a dit ok, il les a contactés, il a écouté en fait les maquettes que j'avais fait, il a adoré. Donc je suis allée en studio, on a refait quelques prises voix, mais il a gardé certaines choses. C'est ça que j'ai adoré, c'est qu'il a vraiment respecté mon univers. Et il n'a pas essayé de changer quoi que ce soit. Et ça, c'était vraiment fantastique. Et je ne pouvais pas rêver meilleure approche, même parce que bon, c'était ma première vraie expérience en studio à Paris et tout ça. Donc, d'avoir des gens comme ça, en qui tu peux faire confiance dès le début, c'est vraiment super. Et après, Valentin aussi, pareil. En fait, on s'est rencontrés, puis ça a matché. Puis déjà... humainement, et puis ensuite artistiquement, et puis pour l'avenir, je sais pas, en fait, je suis sur plusieurs pistes à la fois,
Et voilà, j'ai pas mal de choses. En fait, j'ai pas mal de trucs, mais je sais pas encore où aller. Mais j'ai encore du temps pour y réfléchir, donc voilà. Est-ce que maintenant tu vas regarder du côté des personnes qui ont déjà travaillé sur des projets que tu aimes, ou tu cherches aussi des personnes qui sont en train de faire leur marque, ou Ouais. qui développent des projets qu'on ne connaît pas, des personnes qui sont plus du coup indés, moins connues et en tout cas moins sur le devant de la scène, en tout cas dans l'industrie musicale? Ouais, carrément. Mais oui, ce serait un peu aussi le but du deuxième album. Après, j'aimerais bien, un peu comme mon premier album a été fait chez Valentin, mais à la fois en Angleterre, en fait. J'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Tim Rowe, qui est vraiment génial, qui a mixé même mon album à Abbey Road. Ce qui, pour une fan des Beatles, c'est assez crazy. C'est assez cool quand même. Donc voilà, mon album a été mixé à Abbey Road, donc je pense que le deuxième, j'aimerais vraiment essayer de collaborer avec peut-être des Anglais ou des étrangers, parce que j'aime leur approche à la musique. Je Mmh. trouve que les prods à l'étranger sont vraiment énormes. Certaines, j'aimerais vraiment me diriger vers quelque chose d'assez inter-pop. Donc peut-être que Mmh. ça sera moite-moite, peut-être un peu en France et puis peut-être à l'étranger. Mais oui, ça sera peut-être avec des OK. gens un peu moins connus, je veux dire qui sont moins mis en avant, parce que c'est Oui, cool d'aller vers des gens aussi qui ont pas encore fait de trucs énormes, mais en fait, ça veut pas dire qu'ils sont pas doués, bien au contraire. c'est ça. Donc ouais, on verra bien. OK. Manuel Darro, qui est ton manager actuellement et donc qu'on a déjà eu, dans le podcast sur la saison 1. C'est ton manager depuis combien de temps et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés pendant le confinement, ce qui est complètement fou. OK, normal, Normal, tout le monde s'est rencontré pendant le confinement. Non, normal. Je suis pas choquée du tout. non, mais du coup, ça fait pas du tout longtemps qu'on collabore ensemble. Ça OK, s'est fait au mois de mai, juin. Heu, OK. donc on s'est rencontrés, voilà, et il est venu à moi et puis en fait, on s'est très, très bien entendus. Il a la même vision du projet que moi. Ce qui est très, très important Mmh mh. d'avoir un manager. Si tu prends un manager, autant avoir un manager qui partage ta vision du projet, sinon c'est pas la peine d'avoir un manager. Tu Ouais. peux toi-même faire, ton propre manager, quoi. Donc moi, j'ai vraiment pris Manu parce que je trouve qu'il il a une vision hyper cool du projet. On sait où on veut le mener. On a des Voilà, du coup, c'est très positif tout ce qui se passe et voilà, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver qui sont cool. Et justement, tu disais là à l'instant qu'il faut avoir la même vision, en tout cas musicale, mais je pense que c'est aussi une relation humaine. Mmh. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'avoir un manager alors que jusqu'à présent, bah, tu étais, là, toi, avec, ton entourage et tes parents? Et sur quoi tu t'es basée pour donner ta confiance à Manuel? Je pense que, au bout d'un moment dans un projet, tu as besoin de t'enrichir et tu as besoin de parler, de discuter avec d'autres gens, d'autres personnes qui vont avoir une vision haute, qui vont t'apporter aussi, un réseau, qui vont t'apporter des ondes positives, qui vont t'encourager, qui aiment aussi ce que tu fais. Donc, je pense que quand on aime ce que fait un artiste et qu'en plus on va le proposer ou qu'on va le présenter chez les différents partenaires, ça appuie vraiment, ça y fait. Donc, avoir ces 4 années un peu de manière, en fait, sans vraiment de manager, Mmh mh. c'était cool. Mais je pense que là, maintenant, j'arrive à un moment où j'ai besoin, d'avoir, quelqu'un qui m'apporte quelque chose en plus et donc Mmh. Manu est arrivé comme ça, et du coup, c'est vraiment le destin et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à collaborer parce que lui-même, il m'a dit: «Mais non, mais tu vas voir, ça va être cool, on va collaborer, j'ai plein d'idées». C'est aussi pour apporter des idées pour alimenter le projet, je pense. C'est très, très important d'avoir, hem je pense à un moment donné, peut-être pas au tout début parce que ouais, quand tu as une vision précise, tu as pas forcément besoin, mais à un moment donné aussi pour t'accompagner aux réunions, pour être là quoi, pour être présent. Et ta maman est toujours copilote? Ouais. Oui, bah, après, ma mère, elle sera elle sera aussi, toujours, là et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont eu du mal à comprendre ça. Pourquoi Naya, elle est avec ses OK. parents? Naya, mais non, tu as 20 ans, tu as plus besoin de tes parents. Alors, ça, c'est aussi des réflexions, que j'ai entendues. Je trouve ça un peu OK. injuste parce que, moi, mes parents aussi, c'est mes amis, tu vois? Avant tout.
c'est mes parents, mais c'est aussi mes amis. Donc, Mmh. on a un projet ensemble. Et je vois pas pourquoi, enfin, ça serait ma mère, mais ça pourrait être aussi, une amie en dehors de la famille. Je veux dire, en fait, pour moi, ça change complètement rien. Donc Mmh. on m'a fait des fois des réflexions sur ça et j'ai pas trop compris parce que même moi, quand je vois des projets à l'étranger, ils sont vraiment entourés de leur famille. Il y a pas de Oui, tabou. leurs Ouais, voilà, proches. il y a pas vraiment de pourquoi être embarrassé par ça? Moi, j'ai besoin toujours d'avoir une personne de ma famille avec moi sur la route. En plus, de mon équipe, il y a toujours, soit mon oncle, même ma grand-mère m'a à un moment donné accompagnée Énorme. parce que j'ai besoin d'avoir, aussi c'est des repères, j'ai besoin d'avoir une personne proche comme ça avec moi. Donc ouais, mes parents restent là et puis ils m'accompagnent et puis c'est cool, quoi. Oui, ma grand-mère m'a OK. accompagnée Est-ce à un concert. Non, mais ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ouais, c'était énorme. Elle interviewait tout le monde, parce que du coup la radio, bah, c'était Énorme. pour une radio et du coup on lui a donné le micro pour aller interviewer d'autres gens. Du coup elle était trop contente, quoi. Mais elle est là avec sa petite fille et puis, elle profite. Mais ma grand-mère, faut savoir, elle est vraiment au taquet, elle m'a carrément, emmenée, à Londres, j'avais 13 ans, on est allées toutes les 2 à Londres, on est allées voir, les Stone Roses en concert à Finsbury Park. Et il y avait Miles Kane en première partie. Je suis une grande fan de Miles Kane. Je l'ai rencontré là, l'année dernière pour la deuxième fois. OK. C'était incroyable parce que je trouve que c'est un artiste monstrueux, même sur scène et tout. Et la première fois que je l'ai vu en concert, c'était avec ma grand-mère à Londres. Du coup, ma grand-mère est très comme ça, quoi. Elle vient me voir. Allez, Naya, on J'adore. va là, on va là. Donc, elle est vraiment avec moi. On est même allé voir les Stripes à Paris plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Enfin, bon, voilà. Elle est vraiment à fond branchée concert et tout ça. Est-ce que tu donnes ta mamie en location pour les sorties estivales, pour les sorties concerts, un Écoute, truc? oui, non, mais pourquoi pas, franchement. Non, Mamie en loc. elle est vraiment super. Ah, mais c'est ouf. Un petit peu moins rigolo, est-ce que tu rencontres des problématiques ou des questionnements ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie d'artiste? Est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres? Est-ce que, tu as des choses où tout est beau, tout est rose comme dans ton studio? Ah non, bah, ouais, j'aimerais bien, mais non, mais je pense qu'après ça fait aussi partie de la vie d'artiste que des fois ça soit hyper cool, que tu sois sur scène devant beaucoup de Mmh mh. monde, des super retours, mais aussi à côté de ça, il y a aussi des aspects un peu plus pas négatifs, mais bon après j'ai envie de dire un peu comme dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel métier. Après c'est vrai qu'avec cette période de Covid, ça n'arrange pas vraiment les choses. C'est vrai que voilà, j'ai vraiment des très grandes pensées pour tous les intermittents du spectacle. Heu, Même moi, enfin même mon équipe, tu vois, qui est avec moi sur la route aujourd'hui, enfin voilà, n'a plus de travail. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez, c'est très, compliqué aujourd'hui. C'est vrai que moi j'essaie de pas trop y penser aussi parce que j'ai pas d'actualité, ou j'ai pas sorti de single avant. Je devais sortir un single en fait au mois de février. Je ne l'ai pas sorti D'accord. finalement. Après je dis pas que c'est impossible de promouvoir la musique en confinement ou du moins, sans concert, mais je dis quand même que les concerts c'est je trouve ça assez, important quand même, de voir, Ouais. les gens dans leur ville. Heu, enfin pour moi c'est primordial même, avant même Mmh mh. toute promo télé ou promo radio, c'est aller voir les gens en face à face. Il y a rien de plus concret et de Mmh mh. plus, chouette aussi pour vendre des albums. Enfin bon, ça génère toute une économie, les concerts, on le sait, les festivals et tout ça, ça te permet de te faire connaître. Donc je dirais que, une des difficultés, après ça sera pas que, mon projet, ça va être, en fait tous les projets, c'est aussi de comment pas se réinventer, mais trouver, des alternatives le temps que les concerts puissent reprendre même debout, Bien comme on sûr. les a vécus avant le confinement. Parce que nous, ce Mmh qu'on mh. demande aussi, c'est des concerts, debout quand c'est que ça pourra reprendre. Parce que les concerts assis, c'est cool, mais ça vaut pas quand même des C'est concerts pas la debout. même, quoi. Voilà, en tant qu'artiste, Mmh. je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les concerts, debout, enfin, c'est quand même autre chose. Donc Bah, c'est pas la même énergie, hein. voilà, donc après moi je vais essayer même dès, la rentrée de faire des showcases en appartement, carrément, dans les OK. jardins, chez les gens, faire vraiment une tournée comme ça, de quelques dates et puis si ça fonctionne bien, j'en referai une autre même, en début d'année prochaine. Le temps aussi que je sorte, Mmh mh. mes singles, mais voilà, c'est aussi se réinventer, ou du moins penser la musique
différemment? Est-ce que, aussi les concerts qu'on a inventés jusqu'à maintenant n'étaient pas un peu trop disproportionnés? Parce qu'en fait, on se rend compte que maintenant on va revenir à quelque chose de beaucoup plus à taille humaine, parce Mmh. qu'on n'a pas le choix. Donc finalement, c'est plutôt chouette aussi de faire des concerts à taille humaine. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça cool, Mmh. de faire une salle comme ça, même, dans un appartement, enfin, c'est chouette, quoi. Après, ça pourra pas durer éternellement. C'est vrai que les Oui. festivals et tout ça, c'est ce qui permet de nourrir un projet et puis de se faire connaître, d'avoir un vrai public et tout. Donc ouais, c'est un peu, les difficultés de tout le monde en ce moment, quoi. Mmh. Quelles sont tes prochaines actualités? Tu me parlais donc là des showcases à la rentrée. Tu vas sortir des singles. C'est quoi au niveau des dates? Alors là, je t'avoue, je sais pas parce que, C'est le ouais, flou? c'est le flou, en même Mmh. temps, je pense que l'année 2021, je vais commencer à sortir, un single, un ou 2 singles. Après l'album, ça sera vraiment pas, pour tout de suite, parce que, ces 4 dernières années ont été, tellement intenses, sur la route, à sortir un album, un EP, il s'est passé tellement de choses. J'ai rencontré beaucoup de monde, puis faire beaucoup de concerts, en fait, aussi, ça prend beaucoup de temps. Heu, donc Mmh. je pense qu'il va me falloir, un moment pour, réfléchir à ce que je veux par la suite. J'ai tourné beaucoup, toute seule sur scène aussi ces 4 dernières années. Donc peut-être à remédier à ça pour, les prochains concerts. Parce que, bon, Mmh. aussi ce qui m'a permis, enfin, tourner seule, ça m'a permis aussi de prendre conscience que maintenant j'avais besoin peut-être d'un groupe avec moi. OK. Donc voilà, après on verra, les dates, je ne les ai pas du tout, mais Mmh. du coup, faut me suivre sur les réseaux mais voilà, parce que je sais pas encore, pour l'instant, je t'avoue que, on verra, je pense en début d'année, peut-être au Bien sûr. printemps, 2021 et puis, l'album, ouais, vraiment, vraiment pas tout de suite. Faut l'enregistrer d'abord. Tu as passé beaucoup de temps sur la Ouais. route. Comment est-ce que tu jongles entre ta vie pro, ta vie perso, tes amis? Alors certes, tu pars, avec ta grand-mère, ta Ouais. famille. D'un point de vue scolarité, est-ce que tu as suivi des études? Comment ça se passe en fait entre la vie du commun des Mmh. mortels et la vie d'artiste? Alors, j'ai arrêté le lycée enfin à la fin de la première en fait, et OK, j'ai fait en fait ma terminale à distance. J'ai OK. passé mon bac L, donc sur la route. Enfin toute ma terminale, Mmh. je l'ai faite sur la route. Donc je révisais mes fiches, philo, avant de monter sur scène. J'étais au Printemps de Bourges et je devais ouvrir pour Véronique Sanson et là, tu es là, avec tes fiches philo, donc oui, c'était assez intense, comme année 2018. Surtout que c'est l'année aussi où Girl on the Moon, ma chanson, enfin Une fille de la lune est passée beaucoup en radio. Donc il y a eu beaucoup de plateaux radio, il y a eu beaucoup de concerts, de promos, de télé et tout ça, donc ça a été très intense, 2018. J'ai eu mon bac quand même avec mention donc yes, on l'a eu. Mmh, Cool. bravo! Merci. Et du coup après j'ai continué mes études, j'ai en fait même aujourd'hui je fais une licence d'anglais à distance. Heu, OK. bon, à distance, c'est un peu particulier parce que bon, je fais quand même les partiels, je vais quand même à l'université, juste pour les partiels. Mais bon, j'emmène quand même mes cours avec moi sur la route. J'ai toujours fait ça et du coup, si tu prends le pli, tôt, après ça va même pour les études supérieures, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai validé même ma deuxième année là, au mois de juin. Heu, OK. ça se passe plutôt bien. Après pour tout ce qui est, vie, plus sociale et tout, mes amis, ouais, c'est vrai que du coup, je les vois un peu moins ces dernières années, parce que j'essaie de Mmh. enfin je me concentre tout le temps sur mon projet et ça demande tellement d'énergie aussi, hem, parce qu'il faut faire avancer les choses et à faire avancer, c'est aussi Mmh. beaucoup d'énergie. Du coup, mes amis, je les vois de temps en temps, mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup dans ma bulle et beaucoup dans mon studio. Après, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais eu, 50 000 amis différents. J'ai 2-3 amis que je vois voilà, après on s'appelle régulièrement. Après, elles comprennent. Elles-mêmes font des études qui sont assez, aussi, prenantes. Donc Prenante? du coup, Mmh. voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de liens et maintenant, en fait, mes amis sont dans le milieu de la musique ou des artistes, parce qu'on Mmh. aussi on se comprend, enfin on a le même rythme Bien aussi, sûr. heu, voilà, ouais. Mais c'est un peu plus difficile, oui, forcément quand tu as un projet et quand tu es sur la route ouais, c'est un peu plus compliqué de voir les gens.
J'imagine. Et dans quel but tu l'as fait ta licence? Toujours tout le monde me dit, «Oh là là, c'est un plan B». Mais en fait, il y a pas de plan A ou de plan B. Enfin, moi, je fais juste les Mmh. choses parce que j'aime bien faire plein de choses en même temps. Je passe OK. même, là, je passe mon permis de conduire. En fait, j'aime bien faire OK. plein de choses en même temps. J'apprends aussi la langue des signes en même temps. Enfin voilà, je fais pas mal de choses. Énorme. OK. J'aime bien faire pas mal de choses. Après voilà, ça dépend la personnalité et tout ça, mais moi j'adore faire les licences d'anglais. Je pense que ça peut aussi nourrir mes textes, si je continue un petit peu à écrire en anglais. Moi, c'est une langue qui m'a toujours passionnée, où j'ai beaucoup d'amis à l'étranger. Une de mes Mmh. meilleures amies habite, aussi, alors elle habite au Mexique, mais elle parle très, très bien anglais. Donc du coup, on s'est souvent, par message et puis par, Skype. Enfin, depuis que j'ai 12 ans, on s'est rencontrés, comme ça, parce que OK. je faisais des covers sur internet. Et je faisais des covers d'un artiste que j'adore qui s'appelle Jake Bugg. J'étais une énorme fan quand Mmh. j'étais très jeune, et elle aussi, elle tenait la Jake Bugg fan page Mexico. Et du coup, je lui ai Énorme. envoyé mes OK. covers et on s'est rencontrés comme ça. Et en fait, depuis, on s'est jamais rencontrés vraiment, mais on fait toujours des. Donc en fait, j'ai toujours parlé beaucoup en anglais, et je pense que ça m'aurait vraiment manqué si j'avais arrêté, même les études ou quoi, parce que j'ai toujours aimé l'école et tout. J'ai toujours été plutôt, enfin, une bonne élève, donc j'aime bien garder ça à côté de moi. Après, à un moment donné, je pense que je vais devoir aussi mettre ça un peu entre parenthèses si je veux pousser autre chose. Mais pour l'instant, ça Mmh. va, et voilà quoi, ça se passe plutôt bien. Donc c'est pas un plan B, c'est juste pour compléter. Voilà. C'est juste du Voilà, kiff. exact. À quel moment tu as commencé à vivre de ta musique? Bonne question. Parce qu'en fait, je m'en je m'en rappelle plus. Attends, c'est exactement, je pense qu'il y a 4 ans en fait, 3 ans, 3 ans. Parce Mmh. que 4 ans, peut-être pas la première année de. Et en même temps, ouais, 4 ans, un truc comme ça. À partir du moment, en Ouais. fait, où tu commences à sortir aussi des chansons sur les plateformes digitales, ça te fait Mmh. aussi, des revenus. Mmh. Et puis l'intermittence, qui est arrivée il y a 2 ans, donc du coup, ouais, je pense qu'il y a, ouais, 2 ans, 3 ans, vraiment quoi. Ouais. Voilà. Et avant peut-être, les premiers cachets de scène, en Oui, fait? oui, les premiers cachets de scène, Ouais. oui, c'est ça. Mais après voilà, c'était pas, c'est pas comme, aujourd'hui. C'était pas Non, oufissime. mais voilà, après ça dépend des scènes que je faisais, mais oui, oui, Ouais. carrément. Après, si on parle de cachets et tout, ah oui, ça fait longtemps. Ça va Mmh. faire, oui, 5 ans, 6 ans. Mais après, si on parle Ouais. d'intermittence et tout ça, quelque chose d'encore plus structuré, Mmh. ouais, ça fait 2 ans, quoi. Voilà. Mmh. OK, d'accord. Et tu es toujours sur Bordeaux ou tu as déménagé sur Ouais, Paris? je suis sur Bordeaux. Après, c'est vrai que je fais OK. beaucoup d'allers-retours. Ouais. Même, avant le confinement, là, au mois de février, c'était, 2 allers-retours, par semaine. Quand mon OK. album est sorti, bon, j'ai dû prendre quand même, bon, j'avais un pied à terre à Paris, que j'ai toujours aujourd'hui, mais bon, je suis plus souvent quand même ici, parce que ça me permet, en fait, même de faire plus de bruit ici. Je peux faire le bruit que je veux. C'est vrai, dans mon studio, il y a les voisins, en fait, ils s'en fichent complètement. Alors que bon, à Paris, OK. ça va être un peu plus compliqué. Moi, je vais vraiment à Mmh. Paris quand, j'ai des promos, quand j'ai de l'actualité musicale, quand je sors un single, un EP, un album. Sinon, j'y vois pas vraiment, l'utilité. Je trouve ça assez, bon, après c'est particulier de vivre à Paris, je crois, quand on a vécu longtemps en Mmh. province. Mais bon, après j'exclus pas, un jour, le fait de venir vivre à Paris, Mmh. parce que c'est là aussi où tout se passe, quoi. C'est le cœur des choses. Il y a toutes les majors, il y a les tourneurs. C'est beaucoup plus simple d'être à Paris. Mais moi j'y vais Mmh. vraiment, soit je fais beaucoup d'allers-retours, soit j'y habite que pendant 1 mois ou 2, voilà. D'accord. Mmh. OK. Ça, c'est hyper important de le dire aux auditeurs. Tout le monde a l'impression que pour faire de la musique, il faut tout de suite aller s'installer à Paris. Certes, c'est une organisation, certes, c'est Ouais. moins simple parce que tu vas pas, tu croises pas quelqu'un au détour d'une rue Mmh. pour prendre un café avec ton DA, quoi. Non, c'est organisé, C'est ça. mais c'est possible, c'est carrément envisageable et ça, je trouve que c'est quand même important de le signaler parce Mmh. que clairement, j'ai plein de personnes qui pensent que faut tout de suite aller sur Mmh. Paris, pour développer sa carrière alors qu'en fait, non, pas Ouais, au forcément. tout début, je pense que,
Après, c'est important d'y être régulièrement, mais j'ai plein d'amis Mmh. musiciens ou d'artistes qui sont, même dans la même maison de disques que moi et tout ça, qui n'habitent pas forcément Paris. Heu, donc oui, et comme tu dis, on peut être dans le train. Après, ça a un coût évidemment, parce que quand on est sur place, ben, tout est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus spontané. Mais voilà, ouais, il y a pas, enfin, tout se passe à Paris, mais en même temps, tu peux vivre encore en province aujourd'hui. Je veux dire, tu as les réseaux sociaux, tu peux faire vivre ton projet de mille et une manières différentes sans, te déplacer forcément à Paris. Je pense enfin, à l'époque, c'était hyper important d'aller à Paris. Aujourd'hui, avec, internet et tout, il y a pas forcément besoin d'y être, même au début comme ça H24, voilà. Enfin, je pense, c'est mon avis, mais voilà. Mmh. Mmh. Je suis d'accord avec Mmh. toi. Et puis même en termes de budget, un loyer parisien n'est pas le même qu'un loyer, je sais pas trop où, en France, hormis Nice, Oui, voire oui, Lyon. Je crois que Bordeaux maintenant, je pense, a dû augmenter, ouais. mais voilà, c'est pas du tout le même rythme de vie et c'est en tout cas, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'y aller quand on est en train de construire son projet, en train de le développer. Ça dépend comment tu vois ton projet, où tu veux aller, avec qui tu veux collaborer. En fait, tout dépend de ce que tu veux devenir Ouais. avec ton projet. Moi, clairement, j'étais beaucoup sur la route, en fait. En fait, même j'avais pas, je sortais pas beaucoup de musique la première année où j'ai signé, donc j'avais pas le besoin Mmh. d'être constamment à Paris. Je pense que quand même, tu as besoin d'être à Paris quand évidemment tu as de la promo. C'est bien d'avoir un pied à terre pendant, 1 mois ou 2. Enfin, ça dépend aussi combien de temps dure ta promo. Mais évidemment, il y a pas la même qualité de vie qu'à Bordeaux ou qu'à la campagne. Moi, Mmh. j'ai le bassin, d'Arcachon ou le Cap Ferré, très, très proche, donc même enfin voilà, j'y suis en même pas 1 heure et demie quand il y a pas de bouchons. Mais voilà, j'y suis en pas très longtemps. C'est vrai qu'il y a pas la même qualité de vie. C'est vrai que Paris, quand on y va, alors qu'on a l'habitude d'aller souvent à la mer et tout ça, c'est plus, compliqué. Mmh. Après, pour développer une carrière, enfin, Paris, c'est pratique, quoi. Mais il faut Mmh. Bien savoir, c'est sûr, à toi c'est à sûr. jauger et à voir, en fait. Après, quand tu es sur la route, tu as pas besoin d'être à Paris, forcément, quoi. Enfin, Bien sûr. On s'approche tout doucement de la fin. Est-ce que tu as des conseils à donner aux artistes et aux pros qui nous écoutent sur leur carrière, sur leur projet, sur leur musique, tes conseils, tes clés, secrètes à nous délivrer? Je parlais tout à l'heure de l'entourage. Je pense que moi, aussi, là où j'ai beaucoup appris, ces 4 dernières années, c'est, comment bien s'entourer. Parce que c'est aussi Mmh. compliqué de trouver les bonnes personnes parfois, parce que tu vas pas pouvoir t'entendre avec tout le monde ou, faire avec tout le monde, ce qui est complètement normal. Mais du coup, bien s'entourer, je pense que c'est quand même, la clé, d'un bon fonctionnement dans un projet, de bien choisir les partenaires, et tout. Donc, bon, c'est vrai que quand tu as pas les clés au début, c'est plus compliqué, mais c'est d'où l'importance parfois de s'entourer d'un manager ou d'un conseiller. Heu et bon, voilà, il y a ça. Après, je pense que c'est très important quand tu débutes ton projet de savoir, ce que tu as à dire, comment tu veux le dire, quelle image tu veux avoir. Je pense que c'est important de pas forcément tout savoir parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre au fur et à mesure, en parlant aussi avec d'autres personnes, d'autres artistes et tout ça. Mais c'est très important de savoir quand même le beaucoup de choses dès le début. Enfin, en tout Mmh. cas, c'est comme ça que je vois les choses même aujourd'hui. Clairement, en tant qu'artiste, comme je disais tout à l'heure, on est chef d'entreprise, donc je pense que, si on voit les choses de cette manière, je pense qu'il faut savoir quand même beaucoup de choses dès le début. Quand je parlais de ma passion pour les contrats, je pense que bon, voilà, c'est cool d'avoir pas mal de petites compétences comme ça, même si Mmh. tu peux te faire aider, quand même de les avoir sous le coude, parce que ça peut toujours, te servir à un moment donné, pour, aussi être un peu plus, crédible. Quand tu arrives dans les réunions, tu te dis: «Bah non, mais moi là, je veux pas ça et ça, je veux ça et ça». Parce que si tu sais pas trop, tu vas vite te faire influencer, on va vite t'imposer une image que tu ne veux pas. Hem, on va vite Mmh. imposer aussi un style musical ou des producteurs ou plein de gens que tu ne veux pas forcément avoir ou des clips ou je sais pas. Donc avoir une identité, autant, dans la musique que dans le visuel, c'est, je pense, hyper important aujourd'hui aussi pour se démarquer des autres artistes. Essayer de réfléchir beaucoup à ton Mmh. projet. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est, réfléchir jour et nuit à comment, je veux être sur scène, comment je veux m'habiller. Enfin, c'est des détails comme ça, mais ça fait énormément de choses, en fait. Essayer de repérer aussi des gens que tu aimes bien, je sais pas, de faire des mood boards à partir de ça. En fait, être assez créatif en soi.
Et, et je pense aussi avoir... bon, après, c'est vrai que le fond, il fait énormément. Je veux dire, quand tu es artiste, quand tu as une sensibilité artistique, donc quand tu sais jouer d'un instrument ou tu sais chanter, ou quand... Voilà, déjà, ça, je pense que c'est la base du projet. Des fois, on l'oublie, mais Mmh. c'est quand même la base d'un projet. C'est ce qui va... Enfin, tu seras invulnérable presque. On peut te demander n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, tu pourras t'adapter. Je pense que aussi dans ce milieu, faut s'adapter très facilement, rapidement. Voilà. Après, je pense qu'il faut... Sinon, la dernière chose, c'est avoir foi en toi, foi en tes chansons. Et si tu gardes cette confiance-là, même si des fois, il y a peut-être des gens qui vont te faire douter de certaines choses, si tu reviens des fois à la base de ton projet en disant mais qui je suis, où je veux aller, je pense que tout va bien se passer. Et après, ça prendra le temps que ça prendra, parce que ça va prendre du temps. Mais en fait, le secret, c'est la persévérance aussi. C'est la force mentale et la Mmh. persévérance, de se dire bah, peu importe ce qui se passe, je serai là. Et voilà, ils vont pas... Puis si c'est pas avec ce label, ça sera avec un autre. Si c'est pas avec ce tourneur, ça sera avec un autre. Et de jamais... aussi, parce qu'on l'oublie, mais quand tu signes dans un label, tu signes aussi pour le kiff. Enfin, je veux dire, tu vas tourner, tu vas... Il y a plein de choses qui vont se passer de cool. C'est pas... Tu signes pas... Tu vas pas en prison, quoi. Là, tu vas... Mmh. Mais Non, non, mais je veux dire, heureusement. c'est aussi pour le kiff de promouvoir ta musique, de la partager à un maximum de monde et tout ça. Donc, il faut pas oublier aussi qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça au début, comment tu te sens quand tu es sur scène, et c'est puiser dans cette énergie-là, la bonne énergie, pour faire autre chose et pour affronter aussi les autres personnes et tout ça. Enfin, voilà. À chaque fois que j'ai la chance d'avoir un artiste comme toi, au sein du podcast, c'est souvent les mêmes conseils, comme même l'a dit Tracy de ça sur la saison 1, c'est: tu ne vas pas pouvoir faire que de la musique. Il y a plein d'autres choses, qui sont tout autant importantes que ton projet. Certes, ta musique est au Mmh. centre, tu es toi-même ton projet, donc tu dois en être le moteur, mais il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe autour pour prendre soin de son projet, prendre soin de sa musique et être même égal à égal avec les partenaires qui sont là. Si tu as pas toutes les informations, la collaboration peut être biaisée, Ouais, il peut se passer des trucs pas cool, manque de confiance en toi et en l'autre. Enfin, ouais. il se passe plein de choses. Donc, s'informer, poser des questions, avoir confiance en soi et avoir confiance en ses partenaires, l'entourage, je crois que alors on va pas appeler ça la clé de la réussite, mais en tout cas, c'est les meilleures clés, les meilleures cartes en main pour, pouvoir essayer, en tout cas, d'avancer et de développer son projet. Ah mais si, et puis aussi une chose, c'est que si à un moment donné tu le sens pas, faut le dire. Mmh. Enfin, je veux dire, si tu te sens pas Oui. bien, si un truc te dérange, moi, une chose aussi que j'ai appris, c'est pas... Enfin, il faut pas subir. Si tu sens que ça va pas, il faut le dire et essayer d'arranger les Mmh mh. choses, parce qu'il y a toujours des solutions, en fait. Même là où tu penses qu'il y en a pas, je pense qu'il y a toujours des Il y en a toujours. solutions. Et il faut le dire. Enfin, juste, il faut le dire. Il faut pas rester dans quelque chose de malveillant et de pas bon, et ça va pas te rendre bien. Donc il faut dire les choses quand tu te sens pas bien et Mmh mh. quand ça te plaît pas, ou quand voilà, enfin, je pense. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Mmh, je sais pas, c'est compliqué parce que tu m'en as tu m'en as posé pas mal et c'était très intéressant. Écoute, j'y réfléchis 2 minutes, mais non, écoute, je pense que j'ai dit tout ce que... Enfin, plein de choses. Donc voilà. J'espère juste que ça a plu aux personnes qui ont écouté ce podcast, Mais il y a pas de doute là-dessus. et merci d'être resté jusque-là déjà. Et et voilà, non, je sais pas qu'est-ce que... Non, voilà, je sais pas, rester connecté, il y a plein de choses qui vont arriver. Autant toi que moi, il faut Yes! faire il faut faire plein de choses et produire plein de choses, sachant que toi, tes podcasts sont trop cool et ça fait vivre aussi l'industrie. Il faut donner la parole aux gens et tout, c'est génial. Donc très belle initiative. Donc voilà, non, je n'ai rien à rajouter à part aller écouter mon album. Allez écouter mon album Ruby, disponible sur toutes les plateformes. C'est ça, tout sera de toute manière indiqué, dans les descriptions de l'épisode, sur les réseaux sociaux. Tu seras identifié de partout, il y aura l'accès à tous tes Yes, réseaux, à ton smart link, yes. tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je suis très, très contente de t'avoir eu aujourd'hui. Merci à toi. C'était vraiment génial. Est-ce que tu as passé un bon Oui, moment? à fond, trop bien, génial. Parfait. Merci beaucoup Naya pour tout ton temps, tes Merci à toi. conseils, ton énergie. Les auditeurs, vous l'avez pas vu parce que vous n'avez que l'audio, mais moi, je l'ai en face des yeux et c'est trop cool. Yeah. Même à distance, mais c'est trop cool.
Voilà, franchement, j'ai passé un super moment. Je suis ravie. Du coup, tu es la première artiste de la saison 2. Donc, Waouh. très, très contente. Quel incroyable Honneur. honneur. Merci beaucoup, Naya. Merci à toi. À très vite. À très bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.